très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique. Merci de rester fidèle au programme de Média 1 TV Afrique. Les villes africaines connaissent de plus en plus une démographie considérable. Cette urbanisation galopante exige de logements sociaux adéquats pour les ménages. D'ici à 2050, l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants contre 1,2 milliard aujourd'hui, soit une multiplication par an en 30 ans. Ce qui explique d'ailleurs les grands défis urbanistiques que les populations et les dirigeants africains devront relever. Quelles sont les stratégies mises en place par les dirigeants africains pour mieux loger les familles démunies? Comment les États peuvent-ils collaborer avec les architectes et les entreprises immobilières pour la construction de logements sociaux? Créer des villes nouvelles, est-ce une solution pour désengorger les capitales de certains pays africains? On en parle avec nos deux invités, M. Mamadou Mounirouli, directeur de promotion de l'habitat social du Sénégal. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Merci de votre invitation. Et juste à ma gauche, M. Saïd Ben Messaoud, architecte secrétaire adjoint de l'Ordre des architectes du Sénégal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, merci madame, merci monsieur Ly de répondre à votre invitation. Très bien. Alors, Monsieur Ly, à qui est destiné un logement social? Est-ce à la classe sociale la plus fragile ou celle de la classe moyenne? Merci madame. Je pense que vous touchez là une question qui est fondamentale, c'est le logement social. Alors nous, si on se réfère à la loi d'orientation 2016-31, n'est-ce pas, du 8 novembre 2016, à travers cette loi-là, la cible est bien précise. Un logement social, c'est un logement qui est destiné à une personne à revenu modeste. Et le logement social, par rapport à la loi d'orientation, ne doit pas excéder un coût de 20 millions de francs CFA. Donc vraiment, à travers cette loi d'orientation, tout a été déjà bien calé. C'est une loi qui vise, n'est-ce pas, les personnes à revenus modestes et surtout les primo-accédants, c'est-à-dire des personnes, n'est-ce pas, qui accèdent pour la première fois à la propriété bâtie. Parce qu'on ne va pas faire du social pour ceux qui ont déjà des logements. Donc c'est ça le logement social. Donc il faut être une personne à revenus modeste. Il faut avoir, en tout cas au Sénégal, un revenu qui est inférieur ou égal à 450 francs CFA par mois. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'avec des critères qui sont définis, on peut accéder au logement social. Vous dites qu'il faut faire le logement social pour des personnes, des logements sociaux, pardon, pour des personnes qui n'ont pas assez de revenus. Alors, est-ce que le standing de ces logements ne représente pas une barrière pour les familles démunies? D'accord. Au fait, ce que je voulais dire dans ce sens-là, donc le cible a été clair pour M. Ly, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au fait, ce qui me pose un peu problème, donc comme je l'ai répété, il y a 150 000 fonctionnaires et 300 000. Et quand on parle du social, on parle à la masse. Et on sait qu'actuellement, le secteur informel, ce qui est difficile à maîtriser parce qu'il faut une traçabilité. Et donc je pense qu'il faut revoir, c'est bien de commencer par une étape, et je pense qu'il faut bien voir l'approche de ce secteur informel-là. Le secteur informel représente quand même un pilier, on peut dire cela. C'est incontournable, parce que ce qui se passe en Afrique, je ne dis pas à Dakar, un peu partout, mais le secteur informel a un poids. Le secteur informel même a un poids, il faut arriver à maîtriser cette traçabilité, ce processus pour les rendre normal, pour qu'ils puissent. Parce que dans certains cas, l'informel est plus solvable que le salarié, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que facilement on leur donne des crédits et même tout ça. Vous parlez de crédit, mais il y a aussi un autre secteur, il y a certaines familles démunies qui n'ont pas assez de moyens, qui ont du mal même à avoir accès à ces crédits. Qu'est-ce qu'elles devront faire justement pour obtenir ces logements sociaux? Bon, moi ce que je dirais, tout simplement, il faut miser sur le foncier, comme je l'ai dit. Actuellement, il y a 1 million et quelques de titres fonciers au Sénégal. Par exemple, je donne l'exemple du Sénégal, peut-être il y en a tant d'autres. Et il y a 60 000 qui payent le taxe. Donc, si, je ne sais pas, j'ai une proposition que l'État
que ces populations accèdent à avoir un titre foncier, bon, avec des mesures de contrôle et tout ça, mais à travers ce titre foncier-là, à travers la banque, il peut y avoir une traçabilité. Même actuellement, le coût des locations, c'est cher. Mais les gens arrivent à payer et puis même leur location et tout ça. Mais je donne un exemple. Bon, c'est vrai, on est en Afrique, par exemple en Portugal, quelqu'un il achète sa villa, peut-être son appartement, à payer sur 20 ans. Parce que c'est encourageant que quelqu'un, quand il rentre dans un appartement ou logement, qu'il sache que l'argent qu'il est en train de faire, au moins, il y a une bonne fin. Les États africains doivent revoir un peu ce système pour permettre à ces personnes d'accéder, je ne dirais pas facilement, mais accéder quand même aux logements sociaux. Ça nous rappelle un peu l'histoire du Congo-Brazzaville. Les citoyens ont perdu leur maison lors de la crise du 4 mars 2012 et ces habitants, jusqu'ici, réclament un peu, les montants sont exorbitants que l'État a fixés une fois accédé dans ces locaux. Alors, pas seulement au Congo-Brazzaville, même dans bien d'autres pays. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour régulariser cette situation, Monsieur Ly? En fait, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les problèmes que nos populations vivent en Afrique relativement au logement social, c'est des problèmes qui sont communs à tous ces pays. Il y a 3 niveaux sur lesquels il faudra intervenir. D'abord, le foncier, le financement et la fiscalité. Le foncier, c'est l'intrant numéro 1 du logement. Donc, si on veut régler le problème du logement, il faut agir en amont sur le foncier. Mais si vous regardez bien la structuration du prix, n'est-ce pas, du logement, vous allez voir que l'aménagement, avec le foncier, ça va occuper presque 23% du prix de sortie. Si on y greffe la fiscalité, on ira jusqu'à 40% du prix. Donc, toute tentative, n'est-ce pas, de règlement, n'est-ce pas, du problème du logement en Afrique, qui ne tient pas en compte ces 3 aspects-là du problème, sera vaine. Donc, il faut aujourd'hui faire en sorte que le foncier soit disponible et qu'il soit aménagé pour les promoteurs publics et privés. Il faut... Comment faire justement? Parce qu'à l'époque, nos parents avaient cette facilité-là d'avoir les terres. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Au Sénégal, je pense que c'est 95%. Voilà, justement, vous avez tout compris. C'est-à-dire que l'État du Sénégal en est conscient. Aujourd'hui, l'État est en train de mettre en œuvre ce qu'on appelle la politique des pôles urbains. La politique des pôles urbains, c'est une politique, effectivement, qui vise tout simplement à rendre le foncier disponible, n'est-ce pas, pour les constructeurs et les promoteurs. Au Sénégal, aujourd'hui, on a presque 27 pôles urbains. Diamniadio, peut-être, est le pôle le plus en vue, mais l'État a décidé de faire 27 pôles urbains au Sénégal. Alors, nous, au niveau de l'habitat social, nous avons décidé, le président l'a décidé, de prendre un pôle qui s'appelle Dagakholpa, d'aménager 1200 hectares au niveau de ce pôle-là et de le donner gratuitement aux promoteurs publics comme privés, mais à condition que ces derniers puissent construire des logements sociaux. Donc vraiment, c'est l'intrant numéro 1, c'est le foncier qui est aménagé. Maintenant, après, on va agir sur les financements, montrer, comme vient de le dire tout à l'heure mon collègue, mon vis-à-vis, que le financement classique a montré ses limites. Donc, il faut aller vers des financements alternatifs. Mais qui doit bénéficier de ces logements? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Un logement social, comme je viens de le dire, a sa destination. La cible, c'est vraiment des personnes à revenus modestes. Qu'est-ce qu'une personne à revenus modestes? C'est une personne dont le revenu est inférieur ou égal à 450 000, si on se réfère à la loi d'orientation 2016-31 du 8 novembre 2016. Je dis bien inférieur ou égal, c'est une majoration. Même si vous avez 100 000, vous faites partie du lot. D'accord? Donc c'est une majoration. Donc il faut avoir un revenu inférieur ou égal à 450 000. Et il faudra aussi être un primo-accédant. C'est-à-dire une personne qui accède pour la première fois à la propriété bâtie. Donc c'est dans ces conditions-là et dans ces conditions seulement qu'on peut dire que tel individu doit bénéficier de logements sociaux. Vous parlez des initiatives du Sénégal. Le gouvernement sénégalais a initié un projet d'inscription au programme d'accélération de l'offre en habitat social avec 100 000
logements sociaux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette problématique de logements sociaux est en train d'être résolue? Effectivement, nous sommes dans une phase de résolution vraiment des problèmes inhérents au logement social. Le président de la République, dès sa réinvestiture, a dit vouloir, n'est-ce pas, faire construire 100 000 logements sociaux en 5 ans. Et c'est important de comprendre que lui, il a fait peut-être tous les étages, n'est-ce pas, des responsabilités. Il sait ce qu'il a voulu dire. Donc 100 000 logements sociaux en 5 ans, les financements classiques ne peuvent pas le faire. Et ces logements, n'est-ce pas, visent les personnes à revenus modestes et les personnes qui sont exclues carrément du système bancaire. Alors qu'est-ce que nous avons envie de faire? On aménage les pôles urbains. Comme je viens de le dire tout à l'heure, Daga-Kholpa, on va aménager 1200 hectares et donner ça aux promoteurs publics et privés. Mais à chaque fois qu'on va donner à un promoteur, n'est-ce pas, une superficie, n'est-ce pas, sur laquelle il peut construire, on lui dit, sur les 50% de ton assiette, tu vas faire du logement social, que tu vas vendre, dont le coût de sortie donc, sera entre 10 et 12 millions. On va te permettre aussi de faire du logement économique, parce que nous pensons déjà à un autre type de Sénégalais, en particulier ceux de la diaspora. Ceux de la diaspora, donc on va construire aussi pour eux des logements économiques dont le coût peut-être sera entre 15 millions et 20 millions. Et ensuite, on permettra aux promoteurs de construire des logements de standing. Alors, ce qu'on voit d'ailleurs à Diamniadio, M. Messaoud, aujourd'hui, on peut dire que Diamniadio devient une smart city. Là où on parle de la ville intelligente. Effectivement, bon, Smart City, bon, c'est une bonne vision et tout ça. Mais je pense que bon, l'intention est bonne, la vision elle est bonne. Mais toujours, comme j'ai à le dire, il faut se mettre dans un process où il y a tout un système qu'il faut prendre en compte et qu'il faut mettre en compte tous les acteurs de la construction par rapport même à ça. Et donc aussi, au niveau de l'État, il faut que l'État puisse bien veiller aux états d'avancement de ces Smart City. Parce que quand je dis ça, il y a des exemples où vraiment le système était bien fait et tout ça, mais il y a eu un problème au niveau du contrôle, quoi. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que c'est le même cas en Afrique de façon générale? Il faudrait qu'on ait maintenant des Smart Cities. Si, effectivement, bon, quand je dis, par exemple, il faut qu'on ait des exemples en Smart City, bon, c'est un peu de le dire, mais quand je prends, par exemple, les pays d'Afrique, même anglophones, ils sont en avance. Quand je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, hein, quand je prends l'exemple, par exemple, du Kenya et tout ça, certains pays maghrébins, bon, je donne l'exemple parce que c'est au Maroc que j'ai l'habitude même d'y aller et même tout ça. Et je pense que, bon, ils sont en état d'avancement, hein, par rapport à ça. Très bien. Et toujours dans le même sens, est-ce qu'il faudrait essayer de prendre des mesures au niveau des capitales ou encore essayer un peu de moderniser les villages, les villes qui sont un peu plus reculées des capitales? Bon, je pense qu'actuellement, avec nos villes qu'on a, nos anciennes villes, vouloir les refaire, ce sera un coût. Hein? Et quand je dis par rapport à ça, et donc je pense que mieux vaut s'étendre dans des zones, comme il vient de le dire, en créant des pôles urbains et tout ça. Parce qu'on ne peut pas venir offrir un terrain, donner un terrain vide, parce qu'un terrain, il y a un préalable. Oui. Hein? Donc il y a les VRD qui doivent être bien établis, qui doivent être bien faits avant de le donner même à l'acquéreur. Hein? Mais bon, maintenant, on a ce problème-là. Bon, l'État, avec son bien vouloir, dans le cadre des 100 000 logements, l'État, comme il vient de dire, il va donner aux promoteurs un terrain. Hein? Bon, avec un pourcentage de type d'individus qui vont entrer, de mixité urbaine, 50% pour le social, 30% pour le moyen et 20% pour le grand standing. Et ça aussi, les 100 000 logements, ce n'est pas que du neuf, il y a de la réhabilitation dedans. Hein? Oui. Hein? Et qu'il faudra prendre en compte. Mais ce système-là, il faut que ça soit maîtrisé carrément en faisant intervenir tous les acteurs, que ce soit les architectes, les bureaux de sondage, les bureaux d'études, comme l'a dit le promoteur, et même les banques. Quoi. Et je reviens... Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et je reviens, et je repose là, et j'insiste sur ça,
il faut vraiment le titre foncier est bien maîtrisé, comme il vient de le dire, le rôle des promoteurs et tout ça, et même ces acteurs-là. Parce que dans le passé... Du titre foncier, monsieur Ly, on voit un peu, en Afrique, il y a des zones normalement inhabitables, mais ces terrains-là sont vendus et les gens y construisent. Comment est-ce possible? Oui, nous sommes en train de régler tous ces problèmes-là, comme il vient de le dire. Je vous dis que le projet des 100 000 logements, il sera mis en œuvre, mais d'une façon telle qu'on ne puisse pas retourner aux erreurs qu'on avait faites avant. Je pense que le problème de la planification urbaine est un problème qui est très important. Aujourd'hui, je donne le problème le cas du Sénégal, il n'y a que 7%, n'est-ce pas, de nos communes qui sont planifiées. Et donc, c'est des choses vraiment à reprendre. Et c'est pourquoi dans le projet des 100 000 logements, on a pris les choses à bras le corps pour ne plus vraiment nous retrouver dans ces bidonvilles-là. Mais moi, je voudrais intervenir sur le logement social en tant que tel. Je pense que si on parle de logement social, c'est surtout pour des personnes à revenus modestes et qui sont vraiment exclues du système bancaire. Alors, qu'avons-nous l'intention de faire? Alors, nous avons, à travers la loi d'orientation, mis sur pied ce qu'on appelle le fonds de l'habitat social. Ce fonds de l'habitat social sera alimenté par ce qu'on appelle la taxe ciment, la taxe sur le ciment. Aujourd'hui, sur une tonne de ciment, l'État prend 2000 francs. Et ces 2000 francs-là vont alimenter le fonds de l'habitat social, donc lequel fonds, n'est-ce pas, va permettre au FONGIP, n'est-ce pas, de garantir les prêts et de les bonifier au niveau des banques. Donc c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Donc nous visons vraiment les personnes qui n'ont pas de traçabilité par rapport à leurs revenus. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Messaoud, vous êtes architecte. Est-ce que ça arrive que vous faites des propositions architecturales, écologiques, pour permettre un peu aux États africains de construire des logements sociaux qui respectent les normes écologiques? Effectivement. De toute façon, nous, on a fait des propositions dans ce sens-là, bien avant, parce qu'actuellement, vu les choses, comment ça se déroule, ce n'est pas seulement au niveau de l'Afrique, donc c'est à travers le monde, il y a le dérèglement climatique et tout ça. Et donc, on a fait des propositions. La première proposition, déjà, c'est d'utiliser les matériaux locaux. Hein? Ça, c'est de 1. Et puis, le 2, c'est le cadre de vie. C'est l'aménagement, c'est l'espace vert. Parce qu'on sait qu'on n'a pas une culture des parcs, des espaces verts. Mais si je me réfère, mais l'espace vert, c'est le poumon chez une personne. Et si la personne n'a pas de poumon, mais il aura des difficultés. Donc, l'habitat en tant que tel, c'est le cadre de vie, l'aménagement et tout ça, la disposition, tout ça, on en tient compte. Et ça aussi. Mais est-ce que vous faites des propositions architecturales? Je parle de manière générale, des architectes africains. Oui, mais il y a des propositions architecturales qui ont été faites. Il y a des, comment dirais-je, des expositions qui ont été faites il n'y a pas longtemps au niveau du Maroc, avec la terre stabilisée et tout ça, avec les matériaux locaux. Ça, je peux dire, il y a plus de 20 ans, avec, par exemple, le SAREC, hein, qui est une entreprise nationale, qui ont fait des recherches sur les pics de terre stabilisés. Il y en a d'autres qui sont en train de faire avec le TIFA et tout ça, pour les mettre en condition. C'est comme disait M. Ly tout à l'heure, que les logements sociaux reviennent aux personnes, aux familles démunies. Et donc, si réellement cette proposition-là, ou encore cette architecture écologique est respectée, les familles ne seront pas obligées d'acheter ces appareils électroménagers pour respirer l'air conditionné, mais plutôt l'air frais. Mais je vais vous dire une chose. Quand je prends l'Afrique d'une manière générale, le bon Dieu a la chance de nous donner le soleil. Il a la chance de nous donner le vent. Et ça, en termes d'hygiène, hein, ça crée moins de maladies. Et donc, si les constructions sont faites de cette manière-là, donc il n'y a pas de problème. Mais la construction, ce n'est pas seulement du bâti. La construction en Afrique, c'est le bâti et l'espace extérieur. C'est ce que je viens de dire. Mais je trouve que c'est aberrant, hein, d'être dans un pays qui fait chaud et de vouloir être à l'intérieur. Avant, les gens vivaient dans la cour. Et c'est ça. Il y a la cour et il y a un arbre.
Et l'arbre... On le voit souvent dans les campagnes, par exemple, dans les villages. Mais dans les grandes villes, c'est un peu difficile de voir cet espace. Ce que je suis en train de vous dire, si on se réfère même pas à l'Afrique, en France, partout en France, maintenant, leur coût, ils l'ont augmenté. Parce que l'arbre joue un rôle important. L'arbre joue non seulement un rôle bioclimatique, l'arbre peut jouer un rôle médicinal, et l'arbre peut être fruitier. Je pense qu'il y a certaines villes qui l'ont compris quand vous voyez par exemple en Côte d'Ivoire, dans un quartier à Cocody par exemple, quand vous arrivez, vous respirez de l'air frais. Mais cela va de soi que forcément, ça, on est en train de revenir à ça. Donc un bâtiment qui est bien fait, qui est bien ventilé, avec un bon cadre de vie et tout ça, on n'a pas besoin, je le répète, de ces climatisations et tout ça. L'exemple de la Cuba, que j'ai eu à partir quand j'étais en France faire mes études, l'exemple de la Cuba est là et qui nous montre ça. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous voulez rajouter? Allez-y. De toutes les façons, on ne pourra pas jamais prétendre, régler le problème des logements sociaux sans innover. L'innovation est très importante, n'est-ce pas, si on veut vraiment régler le problème des logements sociaux. Et nous, on en a tenu compte au niveau du projet des 100 000 logements. Tous les acteurs, n'est-ce pas, de l'habitat ont été conviés à des rencontres. Les architectes, le secteur financier, les assureurs, vraiment même les consommateurs. Tous les gens qui gravitent autour du secteur ont été conviés à des rencontres. Ils ont fait des recommandations. Et c'est sur la base de ces recommandations-là qu'aujourd'hui, nous, on a des cahiers de charges et on a des prototypes de logements. Les architectes nous ont proposé, nous ont fait des prototypes de logements. Parce que le logement aussi, n'oubliez pas que c'est un bien, c'est vrai, économique, mais aussi c'est un bien culturel. Donc l'accessibilité comme l'acceptabilité du logement sont des choses très importantes. Car une chose est de construire, une autre est d'avoir des gens qui achètent ce que vous construisez. Or, en Afrique, nous savons tous que, comme il vient de le dire, nous avons nos habitudes en matière de logement. Donc, nous devons prendre tout ça, n'est-ce pas, je veux dire, tenir compte de tous ces éléments-là, de tous ces facteurs, le facteur culturel, le facteur économique, n'est-ce pas, pour faire en sorte que vraiment que le logement social, n'est-ce pas, soit une réalité maintenant en Afrique. Alors, monsieur disait tout à l'heure que tout le monde est concerné. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Comment les architectes peuvent collaborer avec, comment les États africains peuvent collaborer avec les architectes ainsi que les entreprises immobilières par rapport à cette question de construction de logements sociaux? Oui, moi je pense que les architectes ont toujours ouvert la porte ainsi que tous les autres secteurs du bâtiment, les bureaux d'études, les bureaux de sondage, les entreprises et tout ça. Mais il faut, moi à mon avis, je pense qu'il faut une volonté politique pour réguler même tout ça. Comme il vient de dire, le prototype est bien, mais le prototype est dans un ensemble, c'est-à-dire d'aménagement du plan de masse que j'ai dit à l'échelle de quartier, mais il faut des espaces verts, parce que je l'ai dit, quand on n'a pas de poumons, on peut pas respirer. Et on se rend compte maintenant dans les nouveaux lotissements, même si c'est prévu des espaces verts, à la fin, c'est donné à un autre promoteur. Mais chez vous, vous avez un langage des architectes. Oui. Vous ne parlez pas d'appel d'offres, vous parlez de concours. Voilà, comment ça se passe justement? D'accord. Donc, effectivement, pour certains projets, quand on appelle à faire des concours, donc il y a un jury qui se dégage. Aussi bien, ce jury est composé de l'administration, des gens de l'administration, si c'est des trucs de l'État, et c'est composé de l'ordre des architectes et etc. Donc, ils établissent un programme et là, nous, on est tenus de répondre par rapport à ce programme-là. Donc, et après, il y aura un jury qui va être fait, mais les jurys, ça prend beaucoup de temps. Les jurys prennent beaucoup de temps, et avec la politique de l'État, il y a 3 facteurs qu'il faut tenir en compte. Il y a le temps. Le temps est à la base de tout, et le temps ne nous attend pas. Il y a le temps administratif, il y a le temps technique, et il y a le temps politique. Donc, il faut arriver à coordonner tous ces facteurs de temps pour vraiment avoir un bien-être là pour les populations. Et en plus de ça, l'exemple du Maroc, je le dis et je le répète, le Maroc
ils ont créé des matériaux pour les Marocains et par les Marocains. Et je pense qu'il faut insister sur ça, créer des micro-industries, comme je l'ai dit, de menuiserie, le carrelage a commencé et tout ça, pour vraiment amoindrir ce coût-là. Alors on peut espérer que les familles démunies pourront accéder à ces logements sociaux. Monsieur Ly. C'est sûr, madame. Aujourd'hui, on a lancé la campagne d'inscription au projet des 100 000 logements. Avant-hier, ou en tout cas il y a 3 jours derrière, on était à 137 000 inscrits. Et sur ces 137 000 inscrits, il y avait 120 000 éligibles. Donc, parce qu'une chose est de s'inscrire, une autre est d'être éligible au projet des 100 000 logements. Il y a des critères d'éligibilité à vérifier, à remplir. Mais encore une fois, comme il vient de le dire, le logement n'est rien sans l'environnement dans lequel il est. Par contre, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était intéressant. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Mamadou Mounirou Ly. Vous êtes directeur de promotion de l'habitat social du Sénégal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Également, M. Saïd Ben Meissaoud, vous êtes architecte, secrétaire adjoint de l'Ordre des architectes du Sénégal. Merci d'avoir effectué ce déplacement pour nous éclairer sur cette problématique des logements sociaux. Merci bien à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur Média 1 TV Afrique.